Je pense que vous le savez depuis le temps, quand une question semble absurde ou pas spécialement intéressante, je suis forcément le mec qui va y porter un petit peu trop d'attention. Et comme assez souvent, j'étais en train de débattre avec des potes. Et on était en train de débattre de SNK. Vous le savez déjà, je vais pas le répéter une millième fois, je suis pas très fan de SNK. Mais pour le coup, le vrai intérêt de la discussion, c'est une opinion que ce pote m'a partagée. Et si le fait que beaucoup de gens n'aient pas compris ou mal compris le message du manga, c'était pas un peu lié à sa popularité? Bon, avant de rentrer dans la question, et bah même plus simplement dans le vif du sujet, il faut qu'on définisse déjà un truc très simple. C'est quoi les messages de SNK? Je dis bien les messages parce que, évidemment, il n'y en a pas qu'un. Je me doute que certains ne seront pas d'accord, mais SNK, c'est une œuvre qui a pour volonté de critiquer la guerre. Une œuvre qui critique la discrimination, la diabolisation, l'extrémisme, la propagande et tutti quanti. Mais pour autant, cette phrase, vous l'avez sans doute déjà lue ou entendue, Eren avait raison. Le grand souci avec cette histoire, c'est qu'il n'est pas forcément question de Eren avait raison ou Eren avait tort. Au final, je pense qu'on s'en fout un petit peu. Vous verrez des gens dire qu'il a raison parce que c'était la seule solution, et vous verrez des gens dire qu'il avait tort parce que massacrer 80% de la population, dont des innocents, c'est pas glop. Et encore une fois, j'insiste, savoir s'il a raison ou tort, c'est pas le cœur de la question. Quand Eren en arrive à cette solution, c'est parce qu'il est déjà trop tard. La vraie question, c'est pourquoi il en est arrivé là? Quels sont les événements, les leviers qui font que le personnage en vient à se dire que c'est la solution? Comment on arrive à une situation où un personnage estime que la meilleure solution, ou en tout cas la moins pire, c'est de détruire 80% de l'humanité. Et c'est pour ça que je dis que SNK, c'est une œuvre qui se veut anti-guerre. S'il n'y avait pas eu de discrimination, s'il n'y avait pas eu d'oppression, s'il n'y avait pas eu de propagande, s'il n'y avait pas eu de guerre, s'il n'y avait pas eu de jeu de pouvoir, il se serait rien passé de tout ça, en fait, tout simplement. Et donc on n'aurait jamais vu de gamin avide de liberté piétiner absolument tout le monde. Mais je pense que vous avez peut-être notifié une nuance dans mon argumentaire. Je dis en permanence que SNK est une œuvre qui se veut anti-guerre, et pas que SNK est une œuvre anti-guerre. Pourquoi je fais cette nuance? Pour une raison assez simple. Est-ce que vous connaissez ce mec? Ce mec, c'est jamais qu'un cinéaste français pas très connu, François Truffaut. Et vous savez, celui qu'on met à côté de Jean-Luc Godard en permanence, là, les deux figures de la nouvelle vague, enfin les deux plus importantes, voilà. Et qu'est-ce que c'est que le lien entre François Truffaut et SNK? Truffaut, il a dit un jour un truc assez simple, il n'y a pas de film anti-guerre, ça n'existe pas. Et donc s'il n'y a pas de film anti-guerre, il n'y a tout simplement pas d'œuvre d'art anti-guerre. Ça n'existe pas. Il y a plusieurs manières d'analyser la chose. Le cinéma, ça reste un art qui a pour objectif de montrer la beauté des choses. Et donc, quand on fait un film anti-guerre, on montre les gros fusils, les potes qui meurent sur le champ de bataille, le sens de la camaraderie, les bombes qui explosent. On donne une esthétique à la guerre. Ce qui fait que même La Grande Illusion ou Apocalypse Now, ils peuvent devenir pro-guerre. Et ça, c'est seulement en restant sur l'aspect cinématographique pur et dur. Parce qu'avec le temps, il y a une autre analyse de cette phrase qui a pu être donnée. Et cette analyse, elle est pas mauvaise non plus. C'est tout simplement que, s'il y avait pas d'ennemis, il n'y aurait pas de guerre. Dans SNK, tu retires les mares ou l'île du paradis, et au final, pas de problème. Donc si tu conquiers l'état de l'ennemi, si tu le fais disparaître, si tu les annihiles tout bonnement, il n'y a pas besoin de grand terrassement. Donc au final, on rejoint à nouveau l'idée que Eren avait potentiellement raison, puisqu'en balançant le grand terrassement, il fait disparaître tous les potentiels ennemis de l'île du paradis. Sauf que bon, à la fin, vous voyez bien que c'est un cycle, que c'est un propre de la nature humaine, en tout cas, selon Isayama. Pour en revenir à la base, c'est pour ça que je dis que SNK est une œuvre qui se veut anti-guerre, parce que les deux raisons citées plus haut. Premièrement, on peut très bien partir de l'idée que s'il n'y avait pas d'ennemis, il n'y aurait pas de problème. Donc si on se débarrassait de l'ennemi avant même qu'il y ait une guerre, il n'y a pas de problème, sauf que bon, c'est ce qui cause une guerre. Bref, vous avez compris, le serpent qui se mord la queue. Et d'un autre côté, même si Isayama il aime bien te montrer l'horreur de la situation, il te met aussi des maxi géants musclés qui font des prises de catch pour se taper, des mecs avec un attirail complet qui leur permet de voler dans les airs, et qui peuvent one-shot les géants avec ça. Ça reste un minimum stylé. Donc même si le fond veut critiquer la guerre, la forme, ça montre ça comme quelque chose de paradoxalement un peu cool. Ouais, c'est un gros problème. Et à mes yeux, j'extrapole peut-être un petit peu, mais ça serait moins arrivé si SNK n'avait pas été dans la cible éditoriale shonen, ou en tout cas ne l'était pas resté. On y revient, mais shonen, cible éditoriale pour jeunes adolescents masculins. Donc tu veux leur montrer un truc qui les attire et qui les intéresse. Frère, des combats de géants de la taille de Godzilla, et forcément, les mecs ils ont des grappins roquettes qui one-shot les géants. Évidemment que les gosses ils vont trouver ça cool. Ouais, le problème c'est que le propos de l'œuvre, il change un peu avec le temps, quoi. En tout cas, le message qu'il veut faire passer. Peut-être que vu le propos et vu ce que Isayama a fait du manga, c'était pas une très bonne idée de poursuivre sur cette direction avec cette cible éditoriale. Et surtout les critères de cette dernière. Ça marchait très bien quand on tuait des titans et quand on cherchait leur origine. Ça marche nettement moins bien quand on veut critiquer l'horreur de la situation mondiale et créer une intrigue
un peu plus politique. D'ailleurs, en parlant de politique, parce que ça va servir à la suite de la vidéo, et je sais que mes transitions sont exceptionnelles, vous pouvez pas me tester là-dessus. Bref, en parlant de politique, parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a un petit truc aussi qui a son importance vis-à-vis de tout ça. Si une œuvre transmet un message, naturellement, il sera politique. Encore une fois, on parle d'une production artistique, et une production artistique, que l'auteur le veuille ou non, transmet un message politique. Et on va faire un petit peu d'étymologie, je parle bien de politique dans le sens strict et primaire du terme. Oui, je sais, au Japon, on considère pas spécialement le manga comme un art, mais un produit de divertissement, blablabla. Je garde quand même mon opinion. Quand l'auteur ou l'écrivain, ou peu importe, quand le créateur fait quelque chose, cette chose, elle est pas pure et vierge de toute intention. Il met forcément un petit peu de lui-même dedans. Donc même si c'est pour une fin de divertissement, même si c'est de la production pure et dure, et ça n'a pas une volonté artistique, ça reste dans le domaine. Je suis désolé, ça reste valide. Et on pourrait même argumenter que le fait même de créer, c'est déjà un choix et donc c'est déjà un acte politique en soi parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas créer et qui n'en ont pas la possibilité. Mais c'est pas le sujet. Encore une fois, je parle bien de politique dans le sens primaire, c'est-à-dire référons-nous à l'étymologie du mot. Normalement, la politique c'est, je cite, ce qui concerne les affaires du citoyen. Moment schéma, quand quelqu'un dit « il n'y a plus de pain à manger », c'est déjà une phrase politique. On fait état de quelque chose qui concerne le citoyen, la cité, la population en général. Et c'est à ne pas confondre avec ce qu'on imagine et ce qu'on dit être la politique aujourd'hui, qui est bien plus proche du militantisme. Vous êtes dubitatif, retour au schéma. Notre définition de la politique maintenant, elle va un peu plus loin que juste l'état de fait, il n'y a plus de pain à manger. Elle va chercher une cause et une solution à cet état de fait. Nous, on aurait plutôt droit, hein, il n'y a plus de pain à manger car le roi et les nobles en ont saisi 20% de plus par rapport à l'année dernière. Ou il n'y a plus de pain à manger car les dettes des boulangers ont augmenté, leur empêchant donc d'acheter de la farine. Et là, pour le coup, c'est certes toujours de la politique, mais c'est un aspect un peu plus militant, je veux dire, là, on a une cause, on cherche un responsable, c'est un peu plus tranché, et c'est même surtout un peu plus clivant. Pourquoi je fais cet aparté ? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui soutiennent que l'art c'est pas politique. Et pour moi c'est un abus de langage. L'art n'est pas forcément militant. Il n'est pas forcément fait avec une intention politique et on peut apprécier une œuvre sans avoir de conscience politique. Pour autant, le résultat sera quand même politique, via ce que l'artiste transmet et via ce que le public va comprendre. C'est pour cette raison qu'on peut encore retourner vers un français du XXe siècle. Salut Roland Barthes, on t'avait pas vu depuis longtemps. J'en ai déjà parlé beaucoup trop de fois, mais on va reparler un petit peu de la mort de l'auteur parce que pour le coup, ça peut potentiellement me donner tort. Sur toute la ligne. Pour rappel, la mort de l'auteur, c'est dire au lecteur que son analyse de l'œuvre et son interprétation de cette dernière a autant de valeur que celle de l'auteur, puisque l'art doit être accessible à tous. Si l'auteur vous dit que la chaise est bleue parce que c'est lié à une scène précédente avec une chaise qui était elle aussi bleue, c'est aussi valide que si vous balanciez qu'elle est bleue pour représenter la tristesse du personnage. Donc votre interprétation, ça peut très bien être qu'il n'y a absolument pas de politique dans le récit. J'appuie bien sur le fait qu'on parle d'interprétation. Parce que parfois, le message d'une œuvre, c'est quand même très clairement écrit noir sur blanc, ce truc-là, c'est pas bien. Et si vous voulez faire dire autre chose à ce message, c'est que vous êtes malhonnête. Prenons le cas des Hauts de Hurlevent. Avant de devenir une dark romance médiocre au cinéma et de rejoindre la longue liste des mauvaises adaptations du roman d'origine, on avait un bouquin qui vous parlait d'égalité des chances et qui vous fait quand même très bien comprendre que même si Heathcliff n'était pas vraiment une bonne personne de base, la manière dont on l'a traité, ça a clairement pas amélioré les choses. Et tout ça, n'importe qui le comprendra. Mais le gros souci, c'est que le jugement final, il est propre à vous. Est-ce que la morale de l'histoire, c'est il aurait peut-être fallu être un peu plus sympa avec lui et la société anglaise doit évoluer? Ou est-ce qu'au contraire, ça veut plutôt dire faut peut-être qu'on laisse les pauvres dans leur coin parce qu'ils sont dangereux et vachement méchants en fait. Normalement, si vous avez lu le bouquin, vous réalisez qu'on est bien plus proche de la première possibilité. Mais techniquement, des gens peuvent très bien conclure sur la deuxième option. Tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet de base qui est, rappelons-le, est-ce que la popularité d'une œuvre change le message de cette dernière, ou en tout cas, le dilue? Oui, ça le dilue. Question suivante. Bon, plus sérieusement, c'est le cas, mais il faudrait peut-être qu'on s'attarde un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Tout ce que je vous ai bourré dans le crâne depuis le début de la vidéo, c'est précisément pour le passage qui arrive. Évidemment que la popularité d'une œuvre est susceptible de changer le message. En tout cas, le message original reste le même, mais le message que le grand public interprétera peut changer. Et c'est une simple question de probabilité. Plus il y a de personnes qui connaissent l'œuvre, plus il y a des chances que des personnes ne comprenant pas ou alors mal les messages de l'œuvre émergent, voire même que certains détournent les messages. Demandez à 500 élèves d'écrire le mot bouleversant, vous aurez forcément des fautes. Et vous aurez forcément plus de fautes sur un panel de 500 élèves que sur un panel de 10 élèves. Ok, ce point-là de la question, il était évident, mais là on parle d'art, on parle pas d'un problème mathématique où soit t'as bon, soit t'as faux. Donc il y a, je pense, un peu plus de variables à prendre en compte. Et j'en reviens à SNK, parce que oui, mon exemple était tout bien trouvé depuis le début, il y a d'autres possibilités. À un moment, est-ce que, même sans son
s'en rendre compte, l'artiste fait pas une erreur ou ne donne pas tout bonnement des informations contradictoires. Isayama te dit en permanence que la guerre c'est mal, mais rappelez-vous, les combats de judo entre géants de 30 mètres et des propulseurs de fous furieux. Bah oui, ça on peut pas l'enlever. Hein. Est-ce qu'on peut mettre toute la responsabilité du truc sur les épaules des fans quand l'auteur lui-même transmet très maladroitement le message? Bon, même avec ça, il y a des gens qui comprendront pas le message, il y en a même qui veulent juste pas comprendre le message. Pour autant, l'artiste, c'est un être humain, il peut être biaisé, il peut faire des erreurs, il peut être à côté de la plaque, il peut faire des fautes, et donc fatalement, il peut mal transmettre son message ou y laisser des imprécisions. Et d'un autre côté, j'ai pas envie qu'à chaque action, il y ait l'artiste qui mette une grosse flèche pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et bon, de toute façon, même s'il le faisait, c'est pas sûr à 100% qu'il y en ait certains qui comprennent. C'est purement rhétorique, parce que même quand il y a un personnage qui le dit dans SNK, même quand on fait tout pour te montrer que Armin est sans doute celui qui a la meilleure solution, t'en auras toujours pour te dire que le génie de l'histoire, c'est Floch ou Froc, je sais pas son nom. À ce stade, faudrait que Isayama lui-même fasse un commentaire de son propre texte, et je suis même pas sûr que ça suffise. Parce que bon, là on parle de personnes qui comprennent mal le message, partiellement, ou pas du tout, ou même d'artistes qui transmettent maladroitement le message. Mais si je vous ai parlé de militantisme un peu plus tôt, c'était pas pour rien. Je suis un génie du foreshadowing. On a une autre possibilité, c'est qu'il y a des gens qui veulent juste pas comprendre le message, ou qui veulent le détourner. Là, c'est un peu plus problématique parce que tu peux leur agiter le message sous les yeux. Hein. S'ils veulent pas comprendre, ils vont pas comprendre. Et pourquoi je lis ça au militantisme? Parce que le but du militantisme, c'est de convaincre. Évidemment qu'ils vont prendre l'image de quelque chose de populaire pour y mettre leurs idées, même si ça fait aucun sens. Le délire de Frieren raciste, par pitié, on vous dit très clairement que les démons c'est une race différente des humains, une race qui ment naturellement, une race qui veut détruire les humains, une race qui n'a pas d'émotions positives, une race orgueilleuse, et vous avez réussi à nous faire croire que Frieren c'est une vieille raciste parce qu'elle tue les démons. Oui, parce que dans notre monde à nous, il y a bien évidemment des races différentes, dont une qui n'a aucune émotion humaine positive, qui veut détruire absolument toute l'humanité. Vous êtes des champions, vraiment. Et les gens qui font ça, ils ont tout à gagner à faire ce genre de comparaison. Eux, ils s'en foutent de l'œuvre ou du message de l'œuvre. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des images fortes, c'est d'avoir une imagerie, c'est tout. Et c'est quoi le meilleur moyen? Réutiliser quelque chose de populaire qui va parler au plus grand nombre. Est-ce que vous avez déjà vu des images ou des mèmes qui font passer les personnages de Vanitas pour des racistes, des sexistes ou peu importe? Bah non. Et pourtant, c'est des thèmes que le manga traite. Alors pourquoi vous en voyez pas? Mais parce que le produit culturel n'est pas aussi populaire et pas assez connu de tous, contrairement à Frieren ou SNK. Est-ce que la popularité d'une œuvre détourne son message et est-ce qu'elle le dilue? Oui. C'est parfois fait de manière innocente, c'est parfois fait par erreur, les artistes ne nous écrivent pas noir sur blanc ce qui est bien et pas bien, encore heureux d'ailleurs, mais le vrai problème c'est que certains se servent de la popularité d'une œuvre et en font un vecteur de message qui n'a aucun rapport, voire qui va en contradiction avec l'œuvre. Le gros souci c'est que quand une œuvre est assez populaire pour entrer dans le domaine de la pop culture, il y a des gens qui vont se l'approprier. Et c'est normal, c'est un réflexe humain. Ça peut être pour des trucs innocents, je veux dire, te reconnaître dans un personnage, vouloir t'améliorer, te comparer à un personnage, faire une fanfic, faire des fanarts. Et donc naturellement, quand on apprécie un personnage, on veut qu'il soit un petit peu plus proche de nous. Parfois il peut avoir les mêmes idées que nous, même si voilà, c'est limite niveau interprétation, mais voilà, on s'y attache un peu mieux comme ça. L'autre côté de la médaille, c'est aussi que cette popularité, on peut s'en servir pour faire passer des messages nauséabonds à gros coups de burin. À partir du moment où une œuvre existe dans un conscient collectif, elle appartient à tout le monde et à personne à la fois. L'auteur est en effet mort à ce stade et il peut plus rien y faire. C'est pour cette raison qu'il faut continuer de lire, continuer de se renseigner, continuer de débattre. Parce que même si l'auteur est mort, le message d'origine de l'œuvre, il sera jamais éternellement perdu. Et même si on a nos interprétations et nos valeurs, celles d'origine qui sont celles que l'auteur a mis dans son récit, vous les retrouverez, parce qu'elles sont forcément ancrées dedans. Il suffit juste de les faire briller un petit peu plus. C'est Béléus, et je vous dis salut à tous.